Bien, donc je vais donner la parole à Yann Siret. Yann Siret est critique, essayiste, commissaire d'exposition et producteur à France Culture. Nous l'écoutons. Donc, je vais en fait essayer de resserrer mon intervention en 3 parties. Je vais donc commencer par un prologue. Et ensuite, en fait, je lirai des passages, ou alors je m'appuierai sur un texte en cours, donc qui s'appelle L'autodafé de Guy Debord, Suicide et Apologie. Vous savez qu'Apologie était donc ce livre dont il a fait un autodafé. Et j'expliquerai pourquoi, en fait, pour moi, il y a effectivement là dernier potlatch, tel que, en fait, c'était indiqué aussi dans les dates de sa mort dans Panégyrique 2. Et je montrerai pourquoi, en fait, c'est sous ce jour du potlatch, de l'autodafé d'un côté et de l'autodissolution de l'autre, qu'en fait, l'art de Guy Debord se compose. C'est une reprise, en fait, d'une conférence que j'avais faite à la Sorbonne. Je m'en excuse pour ceux qui étaient. Je ne pense pas qu'ils soient très très nombreux, mais j'avais appuyé sur un point, et là, je vais plutôt appuyer sur le point inverse. Mais il me semble, et puis ensuite donc dans la deuxième partie ou troisième partie si on compte le prologue, je ferai une sorte de commentaire d'image, parce qu'il me semble important aussi de montrer ce que Debord a montré lui-même dans le visible, et qu'on puisse un peu réfuter beaucoup de sottises qui sont souvent dites sur le sujet de son rapport à l'image et à sa propre iconographie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par une première image et un premier autodafé, puisque donc je vais revenir, cette image est aussi un autodafé, une destruction en fait, ce que en langage lettriste on appelle une ciselure. Mais dans mon prologue, donc avant de passer à l'autodafé, et avant donc d'expliciter par l'exemple à travers un certain nombre d'images, ou comme lui l'aurait appelé de preuves, je voudrais remettre pour le coup en situation Guy Debord. En fait, on serait bien débarrassé de cette question si au fond on pouvait penser avec Hegel que l'art est chose du passé. Et que donc en fait l'esprit ayant réalisé son programme, les choses n'étaient plus qu'à décliner, une sorte de déclinaison infinie. Aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui pensent ça, parce qu'il faut penser, si on pense fin de l'art, il faut penser fin de l'histoire évidemment. Les deux sont absolument inséparables. Et donc la remise en marche en fait de cette fin de l'histoire, par Marx et par la dialectique telle que lui l'a composée et telle que Debord l'a critiquée, mais critiquer, il faut le prendre au sens de justement du dépassement. Pour pouvoir comprendre cette mise en situation, sinon on ne peut pas être opérant. Et en fait, je me suis aperçu là depuis quelques jours qu'il y avait quelque chose qui manquait, c'est le plan de montage en fait, c'est-à-dire comme au cinéma. Alors quel est le plan de montage de Debord? Pour ça, il faut et pourquoi en fait il y a cette chose qui fait que il est très difficilement préhensible. On le prend du côté politique et tout d'un coup non, c'est un artiste. On prend du côté artiste, ah non, c'est un politique. On essaie de prendre les deux ensemble et ça ne marche pas non plus. Alors je vais en fait faire un dessin, je ne sais pas très bien, pour vous montrer un peu le plan de montage, et je vais ensuite l'expliciter dans l'histoire. J'aime bien spatialiser en fait le travail d'un auteur, d'un écrivain, d'un artiste en fait, d'une personnalité en général. Alors, et vous allez voir le rapport de ce plan de montage en fait. Alors, je dessine très mal, mais ça va vous faire comprendre. Alors, donc il y a d'abord il y a un cercle avec un triangle à l'intérieur, et il y a un triangle avec un cercle à l'intérieur. Je vais refaire le deuxième parce que je l'ai vraiment trop mal dessiné. Voilà. Alors, et on va aussi comprendre pourquoi Debord était absolument inséparable, à mon avis, du cinéma, de ses origines et de sa fin. Voilà. Alors, dans ce plan de montage, donc vous avez donc le triangle et donc à l'intérieur le cercle. Dans l'autre plan de montage, vous avez le cercle qui est là à l'intérieur. Plutôt le triangle qui est à l'intérieur du cercle. Et il faut absolument ramener les deux ensemble. Alors, à quoi correspondent ce triangle et ce cercle? Il faut remonter en fait à son argumentaire premier.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est si ça réapparaît. Voilà. Quelle image on a là dans cette première autodafé photographique? On a un prétendant. On a quelqu'un qui prétend à quelque chose. Greil Marcus l'avait, à sa manière américaine, très bien vu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prétendant, en fait? C'est quelqu'un qui a comme argumentaire, au fond, le procès et le tribunal. D'où ça vient, cette histoire de procès et de tribunal? Ça vient du changement en fait de paradigme, disons du logos, du rapport du langage et de la parole, qui s'opère entre les présocratiques, c'est-à-dire, disons, pour Debord essentiellement Héraclite, et Aristote, Socrate et évidemment Platon. Platon qui fera une apologie de Socrate. Qu'est-ce qui se passe au moment de Socrate? C'est le logos comme discours, comme débat, qui va prendre le dessus sur le logos présocratique, sur lequel je vais revenir. Donc, à partir de ce moment-là, dans l'agora, dans le lieu public, c'est le combat des prétendants. Chacun vient pour combattre par le discours, par le logos, l'autre. Le discours devient donc dans la tragédie grecque l'arme par excellence. Alors, cette arme, elle peut tuer, elle peut disqualifier l'autre. Elle peut le renverser. Et là, nous sommes donc dans le triangle. Vous avez, dans cette première version, l'ami, Debord lui-même, ou les situationnistes, et vous avez, d'une manière presque schmittienne, l'ennemi. L'ami et l'ennemi. En haut de ce triangle, vous avez le jugement. Vous avez le jugement. C'est-à-dire la résolution. La résolution, soit, dans une manière dialectique, elle dépasse, elle synthétise la contradiction, soit elle abolit purement et simplement l'autre. D'où la disqualification très très récurrente des réfutations de Debord. Il réfute ce qui est autant hostile que ce qui lui est, éloge. Il y a une manière de rentrer dans un format juridique qui est propre aux prétendants. Alors, cette histoire des prétendants, donc, on a peu de temps, donc il faut que je la fasse tracer dans l'histoire. Elle va prendre une sorte de coalescence, elle va se concentrer au niveau des tribunaux révolutionnaires. Là, les prétendants prennent le pouvoir. Qui va gagner? Les enragés, déjà, qui seront donc en fait à la source des enragés de Nanterre, les robespierristes, les girondins, donc voilà, la parole. La parole, le combat, le tribunal, le procès. Et c'est l'histoire entière qui rentre en procès, en fait. Et qui rentre en procès, qui rentre donc en processus. Et Debord reprend cette idée du procès, des prétendants, du tribunal. Alors, que veulent les prétendants? Les prétendants, ils veulent deux choses. Ils veulent la totalité, tout pour le prolétariat est tout, par exemple, pour Marx, et ils veulent la vérité. Ces deux choses-là, la vérité et la totalité. Et la totalité comme vérité, comme assomption finale. Qu'est-ce qui va en fait se nouer autour de cette histoire? C'est l'histoire des avant-gardes. Les avant-gardes vont lutter les unes contre les autres au nom de ces deux choses, la totalité et la vérité. Et dans un système qui fonctionne sur, comme vous savez, le parricide, le déicide, le meurtre patriarcal, le meurtre du père, et donc l'organisation des avant-gardes, ou l'organisation révolutionnaire, en fratrie, en meute, en horde, qui vont s'entre-dévorer elles-mêmes, par exclusion successive, et par entre-dévoration. Vous avez là, dans le domaine du sensible, dont je parlais tout à l'heure, dans le cercle du sensible, disons, de Debord, l'image de Goya qui dévore ses enfants, qui revient très fréquemment, qui revient autant chez Orson Welles, donc dans la partie d'Arcadine, qu'elle revient dans différents livres où il parle justement de ce Saturne, de la révolution qui dévore ses enfants. Et les situationnistes sont typiquement dans cet objectif-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand
Debord arrive là. C'est l'une de ses premières œuvres, publiée dans Ion, avec le premier scénario de Ion. Il prétend à quoi? Il prétend à dépasser les surréalistes, les dadaïstes, toutes les avant-gardes de son époque. Et donc, il rejoint la meute qui lui paraît la plus à même d'en finir avec l'art, j'y reviendrai, de l'achever, parce que l'art, ça résiste, c'est peut-être la chose la plus résistante au monde. Pour l'achever, c'est pas n'importe qui peut achever l'art, qui peut le détruire complètement. C'est peut-être ce qui résiste le plus au monde, en fait, l'art, contrairement à ce qu'on peut croire habituellement. Et donc, il rejoint le groupe d'Izou, qui lui-même est déjà rentré dans le procès et dans le processus de contre-attaque et de destruction et d'abolition et de disqualification des avant-gardes précédentes. Et qui d'ailleurs se superpose, puisque le groupe de Breton est encore là, revenu de New York, et se recompose dans les années 47, 46, 47, 48, 49, et donc jusqu'à, disons, la fin des années 60, on peut dire, d'une certaine manière. Et donc, on ne peut pas comprendre ce triangle dialectique, ces trois termes, sans penser à cette idée absolutiste, disqualificatrice et meurtricide et fratricide du tribunal et du procès. Il y a, je vous donne un exemple qui redit ce que je dis, je ne vais pas abuser des citations justement, mais qui montre très très bien. C'est dans un texte qui est dans un numéro de l'IS, et le texte s'appelle Sunset Boulevard, et ça résume à peu près ce que je viens de dire. Si les situationnistes sont juges de ce qui est vrai ou faux, prétendant à la vérité, donc, dans l'art moderne, c'est qu'ils le connaissent bien comme participant parce qu'ils savent ce qu'il doit devenir. Parce qu'ils le jugent, le jugement, le tribunal, on y est, par son avenir, par la forme plus achevée, il faut prendre achevé dans les deux sens du terme, plus complexe, qui va lui succéder. Donc nous sommes dans cette idée de succession, de dépassement et de guerre. C'est une idée essentiellement guerrière. Pensez à toutes les références que Debord va employer, notamment dans l'IL, dans la salle lettriste. La guerre de la liberté doit être faite avec colère, phrase de Saint-Just. La passion ou la terreur, Saint-Just. Le bonheur est une idée neuve en Europe, Saint-Just encore une fois. Il y a une persistance de la geste révolutionnaire, de ce geste du procès et du débat socratique qui réfute les sophistes. Souvenez-vous du hurlement en faveur de Sade, le cinéma est mort, passons au débat. Nous y sommes. Nous sommes sur l'estrade du jugement. Alors, beaucoup de gens sont devenus fiers parce que depuis quelques années, ils ne disent plus devant une toile de Picasso que leur petite sœur qui a 6 ans peut en faire autant. Mais cela les conduit à d'imprudentes confusions dont le respect et seul l'authentique avant-garde peut distinguer pleinement quelle signification a une œuvre qui se veut moderne. Voilà donc les prétendants de l'IS à la vérité. La vérité est donc la totalité. La totalité, c'est évident, on l'a souligné il y a quelques instants, c'est l'art total. C'est le Gesamtkunstwerk. Dans le dernier numéro de la correspondance de Guy Debord, il parle de Wagner et il dit, oui, il faut le sauver, pas tant pour sa musique, mais par sa prétention, disons, à faire œuvre d'art total. Et le corpus, si on peut ça comme ça, situationniste, est absolument totalisant. D'où le fait que tout vient s'y réflecter et tout y repart. Et que c'est soit on le prend en bloc, soit on le refuse en bloc. C'est comme ça que les situationnistes le voyaient. Mais ce système presque liberticide, en fait, fratricide, ces fratries qui vont aller d'exclusion en exclusion, de brouille en brouille, ces prétendants qui vont s'éliminer les uns et les autres. Quelqu'un disait hier, oui, mais en fait, on ne parle pas tant que ça de Foucault, de ça. Bien évidemment qu'on en parle. On va combattre les autres prétendants, les gens de la déconstruction, les gens de la dissémination. Ils vont être disqualifiés. Néo-universitaires, néo-université de Vincennes, Castoriadis, penseur à la mie de pain. Enfin, ils sont tous battus en brèche. La lutte est une lutte à mort. Lutte au moment de mai 68, véritable situation contre les autres groupes gauchistes, contre les trotskistes, évidemment contre les maoïstes.
on est toujours, et donc l'Odéon, la Sorbonne, des tribunaux permanents. Et qu'est-ce que c'est le rêve conseilliste, si ce n'est le tribunal révolutionnaire de la révolution permanente? Donc l'apogée du système du débat et de la juridiciation, je pourrais dire comme ça, de l'espace public qui, tout d'un coup, empiète sur l'espace privé. Il n'y a plus ni privé ni public quand le procès devient total. Il devient une sorte de guerre totale. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. Et donc vous avez effectivement chez Debord un livre comme des contrats. Ces œuvres font jurisprudence. On ne peut plus faire quelque chose après qu'un situationniste ou que lui-même ou qu'un autre a acté quelque chose. Ça fait jurisprudence. L'art comme jurisprudence, ça n'est pas rien comme invention. Donc toujours dans ce même mouvement, à partir du moment où les prétendants vont être éliminés. Et là, on est dans la deuxième partie, disons à partir des années 80 de Debord. Quand les prétendants sont éliminés, faute de combattants, il n'y a plus de personnes pour prétendre à quoi que ce soit. Donc Debord va se retrouver, au fond, presque sans adversaire. Lui qui a tant besoin d'ennemis, non pas pour se définir, mais plutôt pour abattre l'ennemi, non pas, ce serait une différence avec Carl Schmitt, où l'ami et l'ennemi se définissent par ce combat. Chez Debord, ça n'est pas toujours le cas. On parlait tout à l'heure de cette fameuse phrase justement sur Artaud, sur l'attaque d'empotelage du cadavre surfait d'Artaud, mais c'est le cadavre qui est attaqué, c'est pas Artaud. Quand on dit Ponche, canaille, tu écris dans Éléments ou que sais-je, c'est un ennemi particulier. Quand on attaque Breton, c'est un ennemi particulier. Quand on attaque Gracq, c'est un ennemi particulier. Surtout que Debord reviendra magnifiquement sur le rivage des Syrtes dans un de ses livres de la fin. Et donc, quand il ne peut plus donc être dans ce système presque de pénalisation, d'attaque, de combat, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que tout ça est du domaine de la guerre et de l'arme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait prendre une pléiade d'avocats. On va voir donc les plus grands, donc Maître Kejman, Maître Lévy, il y a une sorte de tout d'un coup. Et dans la correspondance, on va trouver des lettres absolument fabuleuses où il explique exactement ce qu'il faut prétendre, à quoi on va prétendre. Il donne tout l'argumentaire. Il se substitue à l'avocat lui-même. Il se fait son propre avocat. Et déjà, en devinant les attaques, les contre-attaques de l'ennemi, des prétendants, alors les pires de tous qui sont les médiatiques, à la vérité. Et cette chose-là va prendre un essor évidemment dramatique avec la mort de Gérard Lebovici, où en fait là il va faire des procès à tout le monde, Monde, Libération, Journal du Dimanche, etc., et il va les gagner tous. Et pourquoi? Parce qu'ils ont usurpé la vérité. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Le vrai, le faux, le vrai est un moment du faux. C'est une obsession. Il y a l'idée du vrai. Il y a un vrai. Et ça pourrait expliquer comment, au fond, à un moment donné, entre 1957 et 1972, Debord, qui est donc dans la période situationniste et qui donc est dans cette période, disons, de violence, de disqualification et de horde et de combat sur le débat jusqu'à l'invective, jusqu'à l'insulte, va en fait s'éloigner de l'art. Parce que en fait, je pense qu'il s'est rendu compte assez vite que en art, il n'y a pas de vérité. Le vrai en art n'existe pas. Qui peut dire qu'il y a un vrai en art? Et quel serait-il, ce vrai en art? Donc, ce mouvement-là, que je viens de définir, cette flèche en fait, elle va rentrer en composition avec une autre qui lui est totalement contradictoire et qui pourtant s'articule de manière assez puissante, avec une très très grande force dans sa poésie. Il faut bien dire ce que c'est. C'est donc l'inclusion du jugement, du triangle des prétendants à l'intérieur du cercle du sensible. Et là, on retrouve
l'autre logos, pas celui d'Aristote, pas celui de Platon et de Socrate, pas celui du débat, on retrouve, et donc celui des réfutations, on retrouve le logos d'Héraclite. Et donc, le fait que les contraires jouent les uns avec les autres, que tout se transforme, on retrouve le passage du temps, on retrouve le jeu sur les éléments, on retrouve une manière incroyablement aiguë de comprendre et d'intégrer les signes du visible, et de l'invisible d'ailleurs, de jouer sur des oppositions, ce qui lui fait aussi rencontrer le Tao, et ce qui lui fait rencontrer des écrivains comme Lippo, comme la pensée chinoise, qui jouent sur d'autres formes de dialectique, sur d'autres formes de transformation du négatif. Ça lui fait rencontrer Machiavel, évidemment, penseur pré-marxiste, mais qui a cette définition qui est exactement l'effectuation du geste de Bordien, être saisissant et insaisissable. Il va retrouver là Balthazar Gracian, qui dans L'homme de cour ou l'homme universel, selon la traduction que vous avez, être pénétrant et impénétrable. Et ce sont toutes les images de fleuves, ce sont toutes les images d'îles, ce sont toutes les images de dissolution de l'identité. Autant dans le triangle du jugement, l'identité se ferme, se clôt sur elle-même, le sujet s'identifie, autant dans le cercle, il se dissout dans le mouvement même d'une sorte de cosmologie. On peut dire ça de cette manière-là. Donc, l'oscillation du plan de montage va être de monter ces deux formes contraires ensemble, vous voyez qu'on est déjà dans une chose très cinématographique, ou de les superposer, de les séparer, de les inverser, ce qui vous donne, par exemple, pour bien me faire comprendre, si je situe par exemple le film La Société du spectacle, ou même le livre La Société du spectacle, qui sont pensés comme livres de combat, qui sont pensés comme des armes, le triangle du jugement domine. Et à l'intérieur, c'est très net dans le film La Société du spectacle, il y a ce cercle du sensible, ce cercle des non-oppositions, ce retour du temps sur lui-même, cette façon de faire revenir le temps, parce que c'est ça qui est très important chez Debord, c'est cet éternel retour qu'on retrouve, héraclitéen, qu'on retrouve, et une prédominance dans la forme, en tout cas formellement, du triangle du combat. Évidemment, quand on passe à Ingirum ou à panégyrique, le triangle du jugement est compris dans la forme sensible. C'est elle qui domine à ce moment-là. D'où le côté élégie funèbre, d'où le côté ce qu'on appelle la mélancolie, mais la mélancolie est elle-même un plan de montage. La mélancolie, c'est une fleur à deux sexes, en fait. C'est du montage. Debord fonctionne par agencement, enfin, Deleuze dirait agencement, on peut dire situation, montage, et le tout ensemble. Et voilà pourquoi, par exemple, le cinéma a été une chose très importante pour lui. Parce que le cinéma tient, dans son montage interne, à la fois de la dialectique et de la circularité, à reprendre depuis le début. Fin d'Ingirum. Palindromie essentielle du cinéma de Debord. On revient et on fait revenir les choses. Alors, pourquoi on les fait revenir? Et là, je pense que ça va peut-être apporter un élément de réponse à beaucoup de choses que j'ai entendues. Par exemple, sur le détournement. Admettons que l'on prenne Mémoire. Mémoire est évidemment dans le plan de montage où le sensible domine. C'est une évidence. Ce sont 2 années découpées en 3, si mes souvenirs sont bons, sur une période très particulière, 52-53, avec des photographies très précises, on en verra quelques-unes tout à l'heure, des détournements très très précis. Alors à quoi sert donc le détournement? Il sert, et à quoi servent ces images qui fixent pour l'éternité, de certaine façon, une sorte de déflagration,
ce qu'Héraclite appellerait la foudre, en fait. Et souvenez-vous de l'importance de l'image de la foudre, l'image de l'archer, d'ailleurs, chez Debord. Ce qui est saisissant, ce moment qui est à la fois d'éternité et qui passe de manière extrêmement fulgurante. Et ça ne peut être pris que dans le cercle des passions et que dans le cercle des amitiés. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le fait revenir. Il fait revenir toutes les potentialités de ce passé. Comme dirait Pasolini, je suis une force du passé. Et c'est avec le passé que je lance mon arme contre le présent, ce qu'on appellerait aujourd'hui le présentéisme. Et donc, il rend à nouveau possible, par ce retour des amis, jusqu'à Guy Debord, son art, son temps. On voit à la fin Wollmann, Yann Marbet, enfin tous ses compagnons, pour leur redonner une potentialité. Il réactive des potentiels. Donc, quand c'est Gracian, c'est le potentiel Gracian tout d'un coup, qui redevient possible, qui nous redevient accessible. On l'avait perdu, il y avait une amnésie, on l'avait oublié, écarté, republication aux éditions Champs Libres des classiques, là aussi, reprise du passé, retour, éternel retour des choses. C'est le classique qui va dire ce qui se passe aujourd'hui et qui va être le mieux à même d'avoir le point de vue du jugement sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Et le détournement a, entre autres, cette fonction de faire revenir, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Lautréamont, Shakespeare beaucoup, évidemment, Baudelaire, la potentialité d'effectuation de ces stations-là. Et le texte ne peut plus être pris en tant que tel, il n'est plus compris, il n'est plus lu. Là, ça n'arrive plus au cortex, ça n'imprime plus. Il faut lui redonner une condensation, un dynamisme, une force, une violence. La même chose pour ces amis qui ont été laissés en route sur les tribunaux et à travers les tribunaux des exclusions, des brouilles et des meurtres de la Horde. Il faut les saisir dans leur moment le plus brillant et le plus incandescent et amener la personne qui va se saisir de cet objet, s'il en est capable, parce qu'il faut encore pouvoir s'en saisir, la potentialité de ce passé, qui ouvre sur un futur. Ce qui explique que la deuxième partie, ce qu'on peut appeler à partir d'Injurum et 78, on peut faire après d'autres séries, mais je pense que je le ferai en montrant certaines images, revient à la littérature classique. Parce que comme il le dit lui-même, la littérature du XVIIe, c'est pas la littérature qu'on peut parler à la télévision. Ça, ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprendront pas. Et ils ne la parleront jamais. Et ils ne savent pas la parler. Donc, ce qui fait revenir, c'est cette potentialité, cette force à l'œuvre. Comme il le dit, dans un monde d'analphabètes, l'esclave veut paraître moderne. Et bien, si l'esclave veut paraître moderne, alors moi, je fais revenir les forces du passé. Et je les remets dans leur activité, dans leur radioactivité, au présent même. Et c'est ça la grande force de toute la dernière partie de la vie et de l'œuvre de Debord, où, en fait, il va osciller toujours entre ces deux plans de montage, considération sur l'assassinat de Gérald Bovici et une forme de jugement, ordure et décombre est encore dans la forme jugement. Vous savez que c'est ce livre qui est fait juste de placards, en fait, de textes qui sont mis comme ça. Donc, où l'autre est disqualifié par lui-même comme une sorte de grande vanité. Voilà. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'ami Pascal Boninzer et dont on parlait quand il parlait dans les détournements de Debord des images qui se vengent. Elles ne se vengent pas. Les images que Debord prend, elles sont mises à la puissance, au contraire. Elles ne reviennent pas comme un spectacle comme ça qui viendrait troubler le fait que Debord n'aime pas l'image et que nanana, etc. Non, elles sont à la puissance. Il aime Orson Welles, il aime le baroque, il aime Sternberg, il aime Nicolas Ray, et il prend dans leurs films ce qui semble le plus puissant dans la dénonciation de ce que lui appelle le spectacle, ou la société spectaculaire marchande. Et si vous regardez bien le cours des mouvements, les images arrêtées, les images en mouvement,
le jeu, pour reprendre la terminologie de Deleuze, entre l'image-temps et l'image-mouvement, vous verrez qu'il y a là-dedans une forme de jugement. Et ce jugement est pris dans cet éternel retour des puissances à l'œuvre. C'est donc une incroyable puissance de vie, qui sont à chaque fois remises en jeu. Il faut tout le temps remettre en jeu. Comme il dit dans le commentaire, je n'ai jamais fait 2 fois le même livre. Je n'ai jamais écrit 2 fois de la même manière. C'est cette chose-là qui me semble très très importante. Il faut pouvoir penser les deux ensemble. Et le cinéma, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est souvent présenté comme cinéaste, est sans doute l'endroit où c'est le plus clair, puisque 24 images secondes, la bobine se déroulant, la circularité cinématographique agissant, on a l'art même de cette histoire de la, comment on appelle quand on rend tout au tribunal, l'idée du tribunal, l'idée du jugement et l'idée du retour. On a exactement, c'est peut-être l'art où la chose là est la plus claire, où ce montage s'effectue. Et alors, on parlait donc j'en profitais du rapport aux images. Donc voilà la deuxième. Donc ça c'était dans la bande-annonce d'Injirum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase typiquement gnostique, hein, je le ferai remarquer. Ça veut dire que le monde n'existe pas encore. Le monde n'est pas là. Et dans, en fait, les potentialités que Debord fait revenir, qui peuvent être le diable, qui peuvent être Lassner, qui peuvent être toute cette mythologie, en fait, donc qu'il fait revenir, c'est que le monde n'est pas encore. D'où l'idée que je partage avec Agamben du messianisme fondamental, mais c'est le messianisme des avant-gardes en général, c'est le messianisme laïcisé du judaïsme de Marx en fait qui est là à l'œuvre, qu'il y a quelque chose pour plus tard, quelque chose va arriver, quelque chose n'est pas encore là. Il y a des images dans les détournements, il y a dans la psychogéographie, il y a dans la dérive des éléments, comme dirait d'abord présituationnistes, qui nous donneraient une idée de ce que c'est. Ce sont donc les films, le film de Curtis, ce sont les montages dialectiques internes d'Eisenstein. Des choses nous montrent en fait, et telles que lui les a montées surtout, que ce monde-là peut advenir. Mais que pour le moment, l'image n'est pas encore. Vous connaissez l'idée de saint Paul sur l'idée d'Apocalypse et de Révélation. L'image viendra au jour dernier. C'est la clé de voûte du messianisme. L'image n'est pas encore là. Elle n'existe pas encore. Nous sommes dans une période, comme il dit, pré-révolutionnaire. Donc la pensée est messianique et gnostique par bien des faits. D'ailleurs, ça a été assez reproché à Debord d'avoir versé de ce côté-là. Alors qu'il faut voir que c'est une pensée qui est rationalisée. C'est-à-dire qu'elle est, comme disait un ami, déconsacrée. Elle n'est pas une pensée religieuse, c'est pas comment dire, battue contre le spiritisme, l'étape tournante pour y retourner plus tard. Mais il fait agir ces signes. En fait, il serait assez proche de l'Angelus Novus de Clé, tel que Benjamin l'a pensé. C'est-à-dire cet ange qui regarde à la fois du côté du passé et qui se nourrit et qui aspire les forces du passé, et qui en même temps regarde vers le futur, et qui donc les ramène dans le futur en leur offrant une nouvelle potentialité. Voilà. C'est donc ces formats-là que je voulais établir comme une sorte presque de simplification, mais de schématisation, mais au sens du schéma, pour qu'on puisse avoir une prise et comment dire, un rapport avec l'œuvre de Debord. Parce que je vois bien l'effet, c'est cette espèce d'effet miroir, enfin cette espèce d'effet miroir qui renvoie, qui à chaque fois fait que l'on bute dessus. Mais si l'on comprend que, en fait, son héritage n'est pas un héritage direct, mais un héritage en mouvement, que son héritage est le mouvement même que je viens de montrer, alors là, oui, là, à ce moment, oui, on peut rentrer en contact. Et comme il le dit dans Panégyrique, ceux qui viendront montreront ce qu'ils savent faire. Voilà, je viens de vous donner
les forces, je viens de vous réactiver cette espèce d'immense psychogéographie disons, on peut dire de même plusieurs civilisations. À vous de prendre, voilà, je vous ai forgé des armes. À vous de vous emparer de ce potentiel, de cette force. C'est à vous de faire. Et c'est le seul point de contact qu'on peut avoir. Mais il est immense, il est gigantesque, si on sait le saisir. Donc voilà, c'était sur j'étais peut-être un peu long sur ce prologue. Alors je vais raccourcir puisque c'est un texte qui est en cours et qui sera publié. Donc le titre en fait de cette deuxième partie, donc je disais donc l'autodafé de Guy Debord, donc suicide et apologie. Alors il faudra sur un plan purement réel et psychologique. Ne serait-ce que pour s'en débarrasser, c'est qu'il y a beaucoup de suicides autour de Debord. Il y a beaucoup de suicides dans l'œuvre même de Debord. Il y a beaucoup de morts violentes. Si vous prenez par exemple le premier scénario, même le premier scénario de Yon, il y en a déjà 3 ou 4. Si vous regardez bien. Il y a la petite Madeleine Rény qui en fait justement se dissout dans l'eau puisqu'elle se jette dans l'Isère. Misère. Il y a le suicide de Gabriel Pomeran qui est anticipé. Sur la place Gabriel Pomeran, le suicide tourne à l'équivoque. 1972, Gabriel Pomeran se suicide à l'opium avec de l'équivoque. L'équivoque, c'est quoi dans le suicide pour Guy Debord? C'est la disparition d'Arthur Cravant, qui disparaît dans le golfe du Mexique. C'est Jacques Vacher, si on prend son panthéon. Il y a une pensée, sans compter beaucoup plus proche de lui, sa sœur ou sa demi-sœur, qui se suicide aussi, sans compter ceux qui se sont suicidés comme Trotsky ou d'autres, par d'autres voies et d'autres manières. Il y a une présence très forte. Mais ça, encore, c'est presque l'aspect anecdotique de la chose. L'aspect important, c'est cette idée d'autodafé. L'autodafé, chez Debord, il vient immédiatement puisqu'il dit je suis né ruiné. Donc je n'ai rien. Donc il enlève toute affiliation, ce qui va poser d'ailleurs la question ensuite après du jugement de tous ceux qui voudront se porter pour lui comme soit des affidés, soit comme des figures paternelles. On sait les rapports très conflictuels que Debord a eu avec ces figures-là. Et donc sa manière d'avancer va être une manière qui va fonctionner sur le plan de montage que je viens de décrire par force de contradiction et par double mouvement contradictoire. Je donne un exemple. Je m'appuie donc sur Apologie, dernier texte qui devait en fait donc être non pas une simple suite de panégyrique, puisque en fait il en parle, il l'évoque déjà dans Panégyrique tome 1er à la fin. Il dit je dirai plus loin, donc plus loin c'est un livre plus tard, donc c'est bien Apologie dont il s'agit, comment se sont déroulées certaines phases d'une autre guerre, donc il parle d'autres choses, mal connues, entre la tendance générale de la domination sociale et cette époque, et ce qui malgré tout a pu venir la perturber comme on sait. Et de manière très intéressante, un peu avant, il avait fait ce passage. Il parle d'un livre qui s'appelle Un traité du droit de la presse, donc on est encore dans notre jugement. Un traité qui part en 69 du droit de la presse, donc dans Panégyrique, au chapitre qui regarde le danger des apologies, concluait avec une autorité et une expérience qui me donnent heureusement à penser que l'on doit leur accorder beaucoup de confiance. Il y a peu de gens à qui Debord accordait beaucoup de confiance, heureusement. Alors, il cite, faire l'apologie d'un acte délictueux, le présenter comme glorieux, méritoire ou licite, vous voyez qu'on est encore une fois dans le judiciaire, peut avoir un pouvoir de persuasion, vous voyez qu'on est encore dans le débat, dans la manière d'arriver à vaincre par la parole ou par l'écrit. Donc, méritoire ou licite peut avoir un pouvoir de persuasion considérable. Les individus de faible volonté qui lisent de telles apologies se sentiront non seulement absous d'avance s'ils commettent ces actes, mais verront encore dans leur commission l'occasion de devenir des personnages. La connaissance de la psychologie criminelle montre le danger des apologies.
Donc cette définition de l'apologie, cette idée du livre futur, du livre à venir, qui va être anéanti donc le 30 novembre 1994, est déjà présentée et déjà préfigurée à l'intérieur de ça. On peut en trouver plein de traces. Vous savez que le panégyrique 1 commence par une définition du panégyrique dans le littré. Prenez la définition dans le littré d'apologie. Ça signifie défense, argumentation par rapport à un crime qu'on nous a imputé. C'est une toute autre direction en fait que panégyrique. C'était une autre chose qui était en train de se préparer. Alors comment va-t-il effectuer cette dernière œuvre, donc par cet autodafé? Donc vous savez que donc il se tire une balle dans le cœur. La même nuit sont brûlés les feuillets, le manuscrit donc d'apologie, le livre en cours dont je viens de parler. C'est donc ça. Il se suicide pas dans n'importe quel lieu, il se suicide à Champeaux. Champeaux qui est donc ce lieu dont il avait fait une sorte de forteresse et dont il dit que c'est l'un des seuls endroits libres du monde. Donc, et allez voir dans Panégyrique 2 la phrase qui est indiquée sous la photo de Champeaux, et vous y verrez comment les choses s'articulent. Il y a donc l'autodafé du texte. L'autodafé déjà amène quelque chose d'assez inquiétant. C'est que l'autodafé, c'est principalement l'Inquisition, c'est les livres blasphématoires que l'on met à l'autodafé. Ça n'est pas innocent du tout. Et qu'il y ait une correspondance immédiate des deux phénomènes, et le suicide et l'autodafé, sont extrêmement intéressants à penser. Songez que l'une des phrases préférées de Debord était dans Chateaubriand: « Je suis le seul des écrivains de ma date dont l'œuvre ressemble à la vie. » Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où il tue le personnage, il tue l'œuvre, puisque l'œuvre et la vie sont une et même chose. Donc les deux. Et alors, là où l'autodafé va commencer à se réunir, c'est au moment où les cendres sont dispersées dans un lieu hautement psychogéographique, voilà où je voulais en venir, qui est la pointe extrême de l'île Saint-Louis. Pas l'île Saint-Louis, de l'île de la Cité, pardon. C'est la pointe extrême que l'on voit, je pense que vous l'avez vu 1000 fois dans les films, vous l'avez 1000 fois dans les livres, et vous l'avez aussi 1000 fois dans les plans psychogéographiques. C'est une tagraphie. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple Donnicott City, vous allez retrouver de manière extrêmement centrale ce point. Dans le discours sur les passions de l'amour, vous allez retrouver aussi ce point qui est sans cesse obsédant, filmé. Alors, pour faire comprendre un peu ce qu'est la psychogéographie et pourquoi justement ça n'est pas lettre morte. C'est-à-dire que la situation, alors est-ce que mai 68 n'est pas un manque culminant justement de la situation? C'est voilà, l'autodafé, le suicide, est-ce que ça n'est pas un point culminant dans un art extrême de Guy Debord? C'est-à-dire que la psychographie ne se fait pas au hasard, elle ne se fait pas comme ça, elle se fait en toute connaissance de cause. Je disais tout à l'heure que c'était un inconscient mis à ciel ouvert. Et dans cet inconscient, on doit pouvoir se repérer, avoir des endroits. Dans Yon, quelqu'un dit, Guy Ernest Debord, il y avait encore la consonance lettriste, à l'époque, le doublement des prénoms, psychogéographise à Cluny. Voilà qui est intéressant. Vous savez qu'à la pointe de l'île de la Cité, donc endroit où très souvent avec Straram, Tchegloff, Volman, il faut reprendre en fait les textes, les relevés sur les dérives et sur la psychogéographie. Et effectivement, on va retrouver cette pointe avancée. Évidemment, c'est la pointe, c'est l'avant-garde, c'est le passage. C'est le passage d'une chose à une autre, c'est la pointe de la Dogana, c'est la pointe de Venise. C'est le passage d'un élément à un autre. Et là, on a en fait les quatre. On a Champeaux, la terre, on a le feu avec les cendres et l'autodafé, et on a l'eau avec l'autodissolution. Et en fait, ça n'est pas la première fois que Debord agit de cette manière-là. Pour terminer sur l'histoire de la psychographie, je veux dire pourquoi c'est pas la première fois et pourquoi c'est une marque très profonde. C'est qu'en fait, ces cendres-là a une histoire très particulière. Si vous lisez un passage de Nadja, vous allez vous rendre compte qu'il y a une rencontre très particulière entre Nadja et André Breton à cet endroit-là. Simplement, il est juste sur la place Dauphine, donc juste avant.
Il y a donc un dépassement même géographique, et pour un lecteur aussi assidu, un connaisseur de l'histoire aussi profond que Debord, qui était, comme dirait Solers, une bibliothèque ambulante et vivante, il connaissait évidemment ce passage, évidemment cet endroit-là. Il y a donc cette idée de dépassement, de pointe. La pointe, c'est aussi la flèche. C'est aussi la flèche du temps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres bûchers sur cet endroit-là, et dont l'un des plus célèbres, on y brûlait des voyous, on y brûlait des juifs, etc. Et dans les relevés de phytographie, vous avez très souvent des allusions à ces strates, à ces trames historiques que tout d'un coup on réinjecte, comme je l'expliquais précédemment, dans le présent. C'est là où les maîtres templiers, ont été brûlés. Et c'est là où, en fait, le dernier maître templier a jeté cet anathème sur toutes les dynasties de France, d'ailleurs ils ont tous fini par mourir les uns après les autres. Si vous reportez à un passage de panégyrique, dans, en fait, les règles qu'il a suivies toute sa vie, quand il donne des éléments de son éducation, il dit, voilà, je vais conclure donc je passerai les photos très rapidement après, on verra après. Il dit « Il est vrai que j'ai goûté des plaisirs peu connus des gens qui ont obéi aux malheureuses lois de cette époque. Il est vrai aussi que j'ai exactement observé plusieurs devoirs dont ils n'ont même pas l'idée. » Et là, il cite « Car de notre vie énonçait rudement en son temps la règle du temple. » La règle du temple, donc on est dans les Templiers. « Vous ne voyez que l'écorce qui est par dehors, mais vous ne savez pas les forts commandements qui sont au-dedans. » Là, on retrouve le principe héracléen. Et donc, les principes avant-gardistes de Debord, et c'est là où il retrouve la circularité, il ne va pas simplement les chercher dans les modèles classiques des grands combats des encyclopédistes de la Révolution, il va les chercher aussi dans les sectes militaires, encore une fois, sur la manière de forme. Il va les chercher dans les avant-gardes, même du Moyen-Âge. Bon, les Templiers, c'est évidemment la recherche du Graal. Il faudrait développer et décliner tout ce qui se surligne à l'intérieur de cet enchevêtrement psycho-géographique. Prenez par exemple, alors je vais prendre donc potlatch des films pour la mort de Gérard Lebovici. Potlatch du scénario, du premier scénario qui est transformé en écran noir et en écran blanc. Potlatch au moment de la scission, de la table scission, de l'autodissolution de l'international situationniste, avec cette phrase: plus nos thèses seront fameuses, plus nous serons obscurs. Nous avons donc le plan de montage qui est à nouveau apparent. Voilà, donc je crois que s'il ferme le musée. Donc si vous voulez poser des questions, peut-être que je pourrais reprendre là-dessus. Et vous pouvez aussi y ajouter énormément de choses, secrètes ou explicites, comme les thèses de Hambourg, de Göteborg, qui restent secrètes et en même temps apparaissent donc dans les directives et liquident la partie artistique du mouvement situationniste, et qui reste secrète. Obscurité, mystère d'un tout petit groupe, et en même temps liquidation juridique, tribunal, expulsion d'une partie de l'IS. Voilà, donc je termine de manière un peu abrupte. Merci.